Chapitre numéro 2, l'impôt sur le revenu. Et donc la dernière fois, donc pour rappel, la dernière fois, nous avons parlé de la base imposable générale à l'impôt sur le revenu. Nous avons un petit peu expliqué les étapes par lesquelles on passe, donc tout le processus par lequel on passe pour calculer l'impôt sur le revenu. Donc rappelez-vous des 4 étapes: calcul du revenu global imposable brut, ensuite calcul du revenu global net imposable, en troisième étape le calcul de l'IR brut, et en dernier lieu le calcul de l'IR net. Et il faut aussi se rappeler de la nécessité de faire la différence entre les imputations ou les déductions qu'on doit faire sur le revenu global imposable et les déductions qu'on fait sur l'impôt. Donc, pour rappel, nous avons 3 types de déductions au niveau du revenu global imposable. Nous avons les dons, les intérêts des prêts liés à l'acquisition et la construction d'une habitation principale, et les primes et les cotisations versées dans un contrat d'assurance retraite complémentaire. Par contre, pour les déductions sur impôt, on peut en dénombrer 4 types de déductions, 3 types de déductions. Ça dépend de la vision et de la lecture qu'on peut avoir de ce genre de questions. Donc, nous avons les chartes famille, nous avons l'impôt étranger qu'on peut défalquer en deux sortes de déductions. Nous avons la réduction de 80% du montant de l'impôt au titre des pensions de retraite de source étrangère. Nous avons également l'impôt payé à l'étranger en cas d'existence d'une convention fiscale avec le pays d'origine et d'origine de revenu. Et nous avons en dernier lieu le crédit d'impôt qui peut naître aussi bien pour le cas d'un salarié qui a un IR prélevé par son employeur que pour le cas des intérêts, dans le cas où le contribuable paye les intérêts, la retenue sur les intérêts au taux de 20%, et qu'il devrait par la suite déduire cet impôt de l'impôt qu'il aurait calculé sur sa déclaration annuelle. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la première catégorie qui est imposée, qui est frappée par l'impôt sur le revenu. C'est bien entendu les revenus, ce sont les revenus professionnels. Les revenus professionnels, donc la première catégorie. Donc rappelez-vous bien que l'IR impose 5 catégories de revenus profits. Nous avons les revenus professionnels en premier lieu, nous avons les revenus agricoles, ensuite nous avons les revenus salariaux, après nous retrouvons les revenus profits de capitaux mobiliers, et enfin les revenus profits fonciers. Donc la première catégorie qui est touchée par l'impôt sur le revenu, ce sont les revenus professionnels. Donc première question qu'on pourrait poser, qu'on pourrait avoir en tête, c'est le champ d'application de ces revenus professionnels. Qu'est-ce qu'on entend par revenus professionnels? Quelle est la définition de ces revenus professionnels? Qu'est-ce qu'on intègre dans cette catégorie de revenus professionnels? Donc il faut savoir, sachez que ici on parle aussi bien des sociétés de personnes que des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle. Donc quelles sont les professions qui sont concernés par cette catégorie de revenus professionnels? Sinon, l'exercice d'une activité professionnelle peut être fait soit dans le cadre d'une société de capitaux ou d'une SARL, et auquel cas le régime fiscal applicable, c'est l'IS, l'impôt sur les sociétés. Le deuxième cas de figure, c'est quand l'activité est exercée par les sociétés de personnes ou par les personnes physiques. Donc, activité professionnelle exercée par les sociétés de personnes ou par
des personnes physiques. Auquel cas, on rentre dans le champ d'application de l'IR et on parle dans ce cas-là, on parle de revenus professionnels. Donc, quelles sont les professions qui sont concernées par cette catégorie et qui sont imposables à l'IR? Donc, nous avons les professions commerciales, donc achat et vente de biens, de marchandises. Donc, activité de négoce, quelqu'un qui achète, ou une société de personnes qui achète des marchandises pour les revendre, pour réaliser un gain. Nous avons l'activité industrielle. Donc, c'est quoi une activité industrielle? Une activité industrielle, c'est une activité de transformation, de fabrication et de transformation de matières premières aux produits finis ou semi-finis. Et donc, nous avons des inputs et des outputs qui sont différents des inputs. Nous avons troisième profession qui est concernée et qui rentre dans le cadre de la catégorie des revenus professionnels, c'est l'activité artisanale. C'est quoi une activité artisanale? C'est toute activité qui est exercée de façon manuelle, par opposition aux activités industrielles qui font appel à des machines, à des process industriels, disons sur la base d'un travail de fabrication, de transformation. Donc l'artisanat, c'est quoi? C'est toutes les activités qui appellent au travail manuel. Nous avons aussi les activités de promotion immobilière, donc un promoteur immobilier qui exerce soit dans le cadre d'une société de personnes, soit à titre personnel, individuel. Lotisseur de terrain, donc promotion immobilière, c'est quoi? C'est une société de personnes ou une personne physique qui construit ou qui fait construire des immeubles pour les revendre. Un lotisseur de terrain, c'est quoi? C'est quelqu'un qui achète des terrains. Donc, définition générale, c'est quelqu'un qui achète des terrains, les équipes, donc il équipe ces terrains, donc il équipe TJA, lotisseur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui achète des terrains pour les équiper et les revendre en lot, donc les TJA. Ou de marchand de biens. Donc, marchand de biens, c'est quoi? C'est quelqu'un qui achète des biens pour les revendre. Il achète des terrains, il peut acheter des appartements, des maisons, des villas. Donc, de manière générale, des biens immeubles, il les achète pour les revendre et réaliser une marge. Nous avons également les professions libérales. Donc, c'est quoi une profession libérale? C'est une profession qui est généralement une profession réglementée par l'État, qui obéit à une réglementation spécifique, généralement, et qui, donc, généralement, on trouve une loi qui régit cette profession. Ce sont les médecins, par exemple les médecins, les avocats, les notaires, les comptables agréés, les experts comptables, qui sont les kinésithérapeutes, etc., qui sont considérés comme des professions libérales, dont la teneur et la consistance obéit ou repose sur un travail intellectuel. Également, toute profession autre que celle visée ci-dessus. Donc, toutes les professions qui ne rentrent pas dans les activités qu'on vient de détailler, qui sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés de personnes, sont soumises à l'IR, rentrent dans cette catégorie de revenus professionnels. Et également, donc, pour élargir le champ d'application de l'IR, on a prévu cette formulation qui consiste à dire que on rentre dans le cadre des revenus professionnels toutes les autres opérations répétitives effectuées par des particuliers. Donc quelqu'un qui achète des voitures d'occasion pour les revendre de manière répétitive et son revenu est considéré comme un revenu professionnel. Un marchand de biens, de meubles d'occasion, mobilier de maison, mobilier de bureau, aussi, et rentre, s'il exerce cette activité de manière répétitive, il rentre dans le cadre des revenus professionnels. Et enfin, nous avons les produits bruts. Nous avons les produits bruts
qui sont versés à des personnes physiques ou morales non résidentes ne relevant pas de l'IS. Bien entendu, toutes les rémunérations versées à des personnes physiques, personnes morales qui sont soumises à un impôt similaire à l'IS dans leur pays d'accueil ne rentrent pas dans cette catégorie. Ils sont imposables par contre à l'IS retenu à la source. Donc ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que les revenus professionnels couvrent tous les revenus de nature commerciale, industrielle, artisanale ou relevant des professions libérales ou autres qui sont exercés de manière répétitive et qui relèvent soit d'une société de personnes, soit d'une personne physique. Ensuite, donc on peut, de la même manière que ce qu'on a fait pour l'IS, il y a ce champ d'application, ce domaine où l'IR intervient au niveau des revenus professionnels. Et on a des entreprises ou des activités qui bénéficient d'un régime dérogatoire ou d'un régime favorable qu'il soit lié à une exonération ou une réduction temporaire, réduction permanente ou temporaire selon le cas. Donc en premier lieu, nous avons les entreprises exportatrices. Donc les entreprises exportatrices, rappelez-vous bien, au niveau de l'IS, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les entreprises exportatrices bénéficient d'un régime d'exonération pendant les 5 premières années, les 5 premières années à partir de la date de la première opération d'exportation. Et par la suite, ils ont un taux réduit. Jusqu'à fin 2019, ils avaient un taux réduit à partir de la 6e année de 17,5%. Chose qui a été changée par la loi de finances 2020 et aujourd'hui ils sont imposables à 20% à partir de l'exercice 2020. Donc pour l'IR, nous avons une exonération totale de l'IR pendant une période de 5 ans et imposition au taux de 20% au-delà de cette période, donc jusqu'à fin 2019. À partir de 2020, l'IR également 20%. Une imposition permanente de 20%. Et on a abrogé ou annulé l'exonération quinquennale de 5 ans. Nous avons les entreprises minières exportatrices qui bénéficient de l'imposition au taux réduit de 20%. C'est une imposition qui est permanente à un taux réduit de 20%. Nous avons aussi les entreprises qui exercent dans les zones franches d'exportation. Donc là, dont le nom a changé à partir de 2020, dorénavant il s'appelle zone d'accélération industrielle. Donc exonération pendant 5 premiers exercices, plus réduction d'impôt de 80% pour les 20 années consécutives suivantes. Donc le même régime aussi s'applique sous la loi de finances 2020, mais avec des réaménagements qu'on a eu l'occasion de voir au niveau du cours réservé à la loi de finances 2020. Donc je vous suggère, je vous recommande aussi de revenir au cours au séminaire sur Qaraïtar relatif aux dispositions introduites par la loi de finances 2020. Le taux de réduit ensuite de 20% s'applique pendant les 5 premiers exercices à un certain nombre d'activités et de contribuables. Donc les contribuables qui exercent des activités dans les zones à faible développement économique, préfecture, province, à l'exception des agents promoteurs immobiliers. Nous avons les entreprises artisanales, 20%. Les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, 20%. Donc taux réduit, mais appliqué sur une durée temporaire de 5 ans. Donc, la première durée de 5 ans, à partir de la date de début d'activité,
la date de création au niveau pratique. Nous avons un taux de réduit de 20%. Et enfin, nous avons les promoteurs de cités et résidences universitaires conventionnés avec l'État. Donc, ceux qui construisent des cités, des résidences, des internats universitaires dans le cadre d'une convention avec l'État, bénéficient d'un taux réduit de 20% pendant les 5 premiers exercices. Maintenant, on arrive à une partie, un pan très important au niveau des revenus professionnels, c'est la question qu'est-ce qu'on impose? Donc nous avons le champ d'application, nous avons défini la catégorie de personnes et de sociétés qui sont concernées, la catégorie de revenus qui sont imposés à l'IR. Maintenant, on va définir comment on calcule, on va répondre à la question comment on calcule, on définit le revenu imposable à l'IR, le revenu professionnel imposable à l'IR. Donc sur ce registre, nous avons 3 régimes qui sont prévus par le Code général des impôts. Donc c'est soit le premier régime, soit le deuxième, soit le troisième. Donc au niveau de la catégorie des revenus professionnels, il n'y a que 3 régimes d'imposition. Donc ces régimes obéissent soit à une approche d'évaluation de la matière imposable qui est réelle, une base réelle, donc une base exacte, entre parenthèses, et une base, nous avons deuxième approche, c'est l'approche qui consiste à évaluer la matière imposable, mais de manière approximative, de manière approchée ou de manière approximative. Donc au niveau de la première approche, nous avons 2 régimes. Nous avons le régime de résultat net réel et nous avons le régime de résultat net simplifié. Par contre, par rapport à la deuxième approche qui est une approche approximative, une approche qui est approchée, nous avons un seul régime qui s'applique, qui est le bénéfice forfaitaire. Donc tout dépend, donc sachez que tout dépend, l'application d'un régime dépend de la nature juridique de l'entreprise et aussi de niveau de chiffre d'affaires réalisé. Et je m'explique. Pour le régime résultat net réel, il s'applique automatiquement, c'est un régime de droit commun, donc régime normal, il s'applique pour toutes les sociétés de personnes et les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle. C'est le régime de droit commun. Obligatoire pour les sociétés en non collectif, pour les sociétés en commanditables et les sociétés en participation qui n'ont pas bien évidemment opté pour l'IS. Obligatoire. C'est un régime de droit commun pour toutes les entreprises, j'entends par entreprise, société de personnes et les entrepreneurs individuels ou les entreprises individuelles. Pour la première catégorie, qui sont les sociétés de personnes, le régime obligatoire, c'est le régime de résultat net réel. Par contre, pour les entreprises individuelles, pour les particuliers qui exercent ou les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle, ils ont le régime de droit normal, c'est le régime résultat net réel, et ils ont aussi la possibilité d'opter, régime optionnel, de choisir, au lieu d'être soumise à, puisqu'on parle de personnes, au lieu d'être soumise au régime normal, résultat net réel, qui est basé sur une approche réelle, exacte, entre parenthèses, la base imposable ou la matière imposable, elle est approchée, il sera approché s'il décide d'opter pour le résultat net simplifié ou résultat net ou le bénéfice forfaitaire, il sera soit approché de manière exacte, soit plus ou moins exacte, soit approché de manière forfaitaire. Donc 3 régimes, résultat net réel, évaluation de la base imposable de manière réelle, de manière exacte, produit moins charge. Résultat net simplifié, également évaluation de manière plus ou moins réelle, produit moins charge avec un certain retraitement. Et nous avons le régime bénéfice forfaitaire, c'est l'approximation. On évalue la base imposable de manière approximative.
Donc ici, pour les entreprises individuelles, les sociétés de fait et les indivisions, c'est un exemple simple, c'est quand il s'agit d'un héritage. Quelqu'un qui avait une activité professionnelle et qui vient de décéder, donc il est décédé, ses héritiers vont hériter de cette entreprise individuelle dans une forme d'indivision, donc chacun aura sa part selon sa part dans l'héritage, et on parle dans ce cas-là d'indivision, au lieu de parler d'entreprise individuelle, puisqu'on n'est plus en présence d'une entreprise individuelle, où il y a une seule personne qui est le fondateur et qui est gérant en même temps, mais en présence d'une indivision, où nous avons plusieurs personnes qui se partagent de manière indivise l'affaire personnelle, l'affaire commerciale. Donc, pour les entreprises individuelles, les sociétés de fait et les indivisions, le choix du régime dépend du niveau de chiffre d'affaires. Donc, si le chiffre d'affaires, les sociétés de personnes, on n'en parle plus. Les sociétés de personnes, c'est le régime de résultat net réel, RNR. Par contre, pour les entreprises individuelles, les sociétés de personnes, les sociétés de fait, pardon, les indivisions, ils peuvent choisir, au lieu d'être soumis au régime résultat net réel, ils peuvent opter pour le régime résultat net simplifié RNS ou le bénéfice forfaitaire, mais à condition que le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils que vous avez dans ce tableau. Pour une activité commerciale, artisanale, industrielle ou armateur de pêche, donc si le chiffre d'affaires de la personne physique dépasse 2 millions de dirhams, hors taxe dépasse 2 millions de dirhams, il est de plein droit, il est soumis au premier régime qui est le résultat net réel, RNR. Si son chiffre d'affaires se situe entre 1 million de dirhams et 2 millions de dirhams, il peut choisir, donc il doit faire la demande d'option, c'est une formalité qui peut être faite soit à la création de la société, soit en cours d'exploitation. Donc on peut choisir en début d'année d'être soumis au résultat net simplifié, mais à condition que le chiffre d'affaires baisse donc en deçà du seuil de 2 millions de dirhams, baisse au niveau de il doit se situer soit entre 1 million et 2 millions de dirhams. Et le bénéfice forfaitaire, donc obligatoirement, le chiffre d'affaires, il faut qu'il soit inférieur à 1 million de dirhams pour pouvoir opter pour le bénéfice forfaitaire. Pour les prestations de services, nous avons, et les professions libérales, nous avons des seuils qui représentent, donc, par simplification, c'est le quart des seuils prévus pour les professions commerciales, industrielles, artisanales, armateurs de pêche. Donc, deuxième ligne, nous avons donc RNR, chiffre d'affaires, si le chiffre d'affaires dépasse 500 000 dirhams, c'est RNR. S'il est entre 250 000 et 500 000 dirhams, RNS. Et quand il est inférieur ou égal à 250 000, c'est le bénéfice. On peut choisir d'être soumis au bénéfice forfaitaire. Après, on va voir les différences. Sur quelle base cette personne physique ou cette entreprise individuelle va choisir tel ou tel régime. Au lieu de rester sous le régime résultat net réel, il va choisir le RNS, mais sur quelle base? Quelle est la différence entre les trois régimes qu'on va expliquer tout de suite? Donc, c'est quoi le résultat net réel? Comme je l'ai dit, le résultat net réel, c'est la même chose que l'IS. La base imposable est calculée de la même manière que l'IS. Mais on va expliquer une différence qui est importante entre le calcul de la base imposable pour l'IS et le calcul du résultat net réel pour l'IR. Donc, le résultat net réel, il est calculé de la même manière que l'IS, c'est le résultat net fiscal, selon les mêmes règles que l'IS, produit imposable moins charge déductible.
Donc l'un des principes fondamentaux de la fiscalité, c'est l'imposition, la nécessité d'imposer le revenu net. Donc cette définition résultat net réel obéit à ce principe, et donc on prend le résultat net fiscal. Mais sachez que il faut nuancer, parce qu'au niveau de l'IS, les salaires, les charges sociales, les charges du personnel, aussi bien des dirigeants que des salariés, sont déductibles, sans limitation, pourvu que ça corresponde à un travail effectif. Par contre, pour le résultat net réel, on considère que la rémunération de l'exploitant individuel n'est pas déductible. Donc, à quelqu'un, personne physique qui exerce une activité personnelle, individuelle, personne physique, qui a un registre de commerce, qui a une taxe professionnelle, qui exerce une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ou autre, sa rémunération, donc s'il prend un salaire, ce salaire ou toute autre rémunération similaire n'est pas déductible au niveau du calcul du résultat net réel. Pourquoi? Pour la simple raison que considère qu'il n'y a pas de distinction entre la personnalité juridique et la personnalité fiscale, et que on ne peut pas l'exploitant individuel a droit, fiscalement parlant, uniquement, il a droit d'un point de vue fiscal, il a droit uniquement au bénéfice, donc aux dividendes, aux bénéfices, et donc fiscalement on ne pourrait pas accepter la déduction ou la déductibilité de sa rémunération. Pardon. D'autant plus que le capital, ses prélèvements et son patrimoine professionnel, il est mixé avec son patrimoine personnel, et donc il est d'un point de vue fiscal, il n'est pas possible d'accepter la déductibilité de sa rémunération. Le même principe s'applique également pour les rémunérations des associés dirigeants des sociétés de personnes, sociétés non collectives, sociétés en commande simple, les sociétés de fait et sociétés en participation, les rémunérations des associés dirigeants. Donc, il est écrit en rouge. Il faut distinguer entre les associés dirigeants et les associés non dirigeants. Les associés dirigeants, on considère que ils peuvent pas être jugés partis parce qu'ils dirigent. Donc, leur rémunération, leur salaire ne sont pas déductibles dans le calcul du résultat net réel, puisqu'on considère aussi, au même titre que pour un exploitant individuel, il y a un mélange, une mixité entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel, et par conséquent, la loi fiscale n'admet pas la déductibilité des rémunérations des associés dirigeants. À l'inverse, les rémunérations versées, les salaires versés, les charges sociales aussi et correspondantes, qui sont versées à des associés non dirigeants, des associés qui travaillent, qui occupent des fonctions, font un travail effectif, mais qui ne dirigent pas, qui ne sont pas des gérants, leur rémunération et les charges sociales et correspondantes sont déductibles dans le calcul résultat net réel. Donc la seule différence, c'est la rémunération du dirigeant et la rémunération de l'entrepreneur ou de l'exploitant individuel, qui sont réintégrés. Maintenant, on arrive au résultat net simplifié. Donc, résultat net simplifié, pourquoi on dit simplifié? Parce qu'on a pris le résultat net réel et on l'a simplifié. On l'a simplifié à quel niveau? On l'a simplifié au niveau des provisions et au niveau du déficit antérieur. Donc, on prend le résultat net fiscal, mais on ne prend pas en considération ni les provisions, ni les déficits antérieurs. Le résultat net simplifié, RNS, est égal au résultat net fiscal en réintégrant les provisions et en faisant fi, en ignorant les déficits antérieurs. Donc c'est entre le résultat net réel et le résultat net simplifié. Donc l'avantage de taille, c'est que au niveau du résultat net réel, on peut déduire aussi bien les provisions
Et également, on peut imputer les déficits antérieurs, contrairement au cas où si nous avons le régime de résultat net simplifié qui pénalise l'entreprise en lui enlevant le droit ou la possibilité de réduire sa base imposable à travers les provisions, mais également par le biais des déficits antérieurs. Pardon. Donc toujours au niveau de résultat net simplifié et résultat net réel, nous avons aussi la présence de la notion de cotisation minimale, au même titre que pour l'IS. Donc, cotisation minimale au niveau de l'IR, c'est quoi? Il est calculé de la même manière que pour l'IS, donc 0,5% fois la base de calcul de la cotisation minimale. Donc, bien évidemment, on prend le chiffre d'affaires, on prend les autres produits d'exploitation, on prend les produits financiers, on prend également les autres produits non courants et les dons et les subventions reçues. Et on calcule la cotisation minimale. Et bien entendu, on doit la comparer au montant de l'IR. Avec une précision, c'est que, donc, au même titre que pour l'IS, nous avons un taux de 0,25% pour les activités avec prix réglementés, donc les marchands, les commerçants ou les fabricants de farine, de ceux qui vendent le sucre ou fabriquent le sucre sous forme d'une société de personnes ou d'une entreprise individuelle, ceux qui ont une activité commerciale liée aux hydrocarbures, etc., sont soumis à un taux de cotisation minimum de 0,25% au lieu de 0,5%, taux réduit. Mais ici, il faut faire une précision, c'est que les professions libérales, les avocats, les notaires, et j'en passe, les médecins, les experts comptables, et j'en passe, sont soumis à un taux de cotisation minimum de 6%. Donc 6%, qui est le taux de cotisation minimale pour les professions libérales, qui est calculé de la même manière que ce que je viens d'expliquer. Et le minimum de la cotisation minimale n'est que de 1500 dirhams au lieu de 3000 dirhams pour l'IS. Donc pour l'IR, c'est 1500 dirhams, pour l'IS, 3000 dirhams. On retrouve aussi la même exonération au niveau de la cotisation minimale pour ces contribuables qui sont soumis au résultat net réel ou au résultat net simplifié. Donc exonération de la cotisation minimale pendant les trois premiers exercices comptables. Et bien entendu, cette exonération, on la retrouve aussi au niveau de l'IS, mais au niveau de l'IS, on dit que les sociétés sont exonérées pendant les 36 premiers mois. Ici, on dénombre, on compte, on fait le compte, ou on fait le calcul en nombre d'exercices comptables. C'est une différence de taille parce que ici, on calcule, on prend en considération le nombre d'exercices que l'entreprise commence en début d'année, en cours d'année, en fin d'année. Elle est considérée comme un premier exercice, contrairement à une société soumise à l'IS pour laquelle on compte le nombre de mois. Donc il peut tomber sur 4 exercices et il peut exploiter pleinement la période d'exonération en nombre de mois. Bien entendu, la date de départ, c'est le début d'activité. Aussi, donc, on fait le même raisonnement que pour l'IS, c'est-à-dire que si l'IR, on compare toujours l'IR à la cotisation minimale et on prend le montant le plus élevé. Donc, si l'IR est supérieur à la cotisation minimale, donc c'est l'IR qui est dû. Si par contre l'IR est inférieur à la cotisation minimale, donc c'est la cotisation minimale qui est due au titre de l'exercice concerné.
Mais ici, il faut savoir une chose, c'est que la cotisation minimale, elle est payée par avance avant le 1er février de l'année N plus 1. Donc pour l'année N, on calcule la cotisation minimale au mois de janvier, N plus 1, et on doit la payer au plus tard en fin du mois de janvier, 31 janvier, avant le 1er février. Donc le 31 janvier, c'est le deadline. Contrairement à l'IS, au niveau de l'IS, on avait une cotisation minimale qui est calculée en mois de mars pour un exercice normal, l'année civile, et qui est comparée à l'IS. Par contre, en cours d'année, on paye les acomptes. Ici, au niveau de l'IA, il n'y a pas d'acompte en cours d'année. Il n'y a que la cotisation minimale qui est payée après l'expiration de l'exercice. Donc, N plus avant le 1er février de l'année N plus 1. Donc, la cotisation minimale de 2019, il devait être payé au plus tard le 31 janvier 2020. Ici aussi, il faut savoir une chose, c'est que si la cotisation minimale payée en janvier dépasse l'hier, elle reste acquise au trésor. Elle reste acquise au trésor, donc il n'est pas possible de demander la restitution ou de demander à bénéficier de l'imputation de l'excédent sur la cotisation minimale ou l'IR de l'exercice suivant. Donc elle reste acquise au trésor, quel que soit le cas. Maintenant, on arrive à la définition de bénéfice forfaitaire. C'est quoi un bénéfice forfaitaire? Donc en arabe, on dit ribh al-juzafi. Ribh al-juzafi, pourquoi? Parce qu'on le calcule de manière approximative, yani taqdiriya, estimative, de manière estimative, on l'estime, pour une certaine catégorie de contribuables, de commerçants, de petits fabricants, petits commerçants. Rappelez-vous bien du tableau qui mentionne le chiffre d'affaires par régime. Donc le régime pour forfaitaire, ce sont les commerçants ou les petits fabricants, petits commerçants qui ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 1 million de dirhams, et les petits prestataires qui ont un chiffre d'affaires, et les professionnels qui ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 250 000. Donc c'est vraiment une catégorie qui réalise un chiffre d'affaires, un faible chiffre d'affaires. Très petit, ce sont les très petites entreprises qui peuvent opter pour le régime du bénéfice forfaitaire. Donc un commerçant, un petit fabricant peuvent, si leur chiffre d'affaires est inférieur à ces seuils, peuvent opter pour le régime bénéfice forfaitaire. Mais toujours est-il que ce régime bénéfice forfaitaire, il est soumis à l'appréciation de l'administration fiscale. Donc sur ce registre, le contribuable, il n'a qu'à déclarer annuellement son chiffre d'affaires. Bien entendu, ces contribuables ne tiennent pas de comptabilité généralement. Ils ont peut-être un registre où ils consignent leurs recettes et peut-être un certain nombre de charges. Donc à la fin de l'année, ils doivent, je pense, si ma mémoire est bonne, au plus tard fin février, ils doivent déclarer leur chiffre d'affaires. Et après, donc c'est à l'administration fiscale d'évaluer, sur cette base, d'évaluer le montant du bénéfice forfaitaire sur une base estimative et bien entendu le montant de l'IR. Comment fait l'administration fiscale pour évaluer ce bénéfice forfaitaire? Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un barème. Donc le Code général des impôts prévoit un barème donc vers la fin du Code général des impôts. Donc vous pouvez avoir après le temps et le loisir de feuilleter ce barème. Donc vous devez prendre le Code général des impôts et feuilleter ce barème.
qui s'appelle tableau de coefficients applicables au chiffre d'affaires pour la détermination du bénéfice forfaitaire en matière d'impôt sur le revenu. Donc on retrouve les professions, les activités et le taux de bénéfice forfaitaire. Je peux vous citer quelques exemples. Donc, qu'est-ce qu'ils prennent? Donc, ils prennent le chiffre d'affaires déclaré par le contribuable et le multiplient par le taux qui est fixé par le barème. Par exemple, pour un commerçant, pour un coiffeur pour dame, le taux de base c'est 30%. Pour un coiffeur pour homme, 40%. Je ne sais pas pourquoi on différencie entre coiffeur pour dame et coiffeur pour homme. Donc 30%, 40%. Donc on prend, donc il déclare son chiffre d'affaires annuel. L'administration fiscale prend le chiffre d'affaires et le multiplie soit par 30%, soit par 40% pour avoir le bénéfice forfaitaire en fonction de ce qu'il a comme clientèle. On peut prendre un autre exemple. Quelqu'un qui fait l'abattage des animaux. Donc l'abattage des animaux, un abattoir des animaux exploités par une personne physique. Donc il a un taux de marge de 30%. Après, donc on peut débattre cette question de marge, parce que c'est un barème qui est ancien. Donc il y a nécessité aujourd'hui de l'actualiser, de le mettre à jour en fonction des évolutions qu'il y a eu au niveau de certains secteurs d'activité. Donc 30%, prend 30%, le multiplie par le chiffre d'affaires pour avoir le bénéfice forfaitaire. Ce bénéfice forfaitaire, il est comparé à ce qu'on appelle le bénéfice minimum. Donc c'est plus ou moins c'est la même notion que la cotisation minimale, mais ici c'est une notion au niveau de la base imposable et non pas au niveau de l'impôt. La cotisation minimale, c'est une notion d'impôt. Par contre ici, le bénéfice minimum, c'est au niveau de bénéfice, la base imposable. Donc le bénéfice minimum, c'est quoi? C'est la valeur locative. On prend la valeur locative annuelle, auquel est appliqué un coefficient variant entre 0,5 et 10. Le choix du coefficient dépend de quoi? Dépend de l'importance de l'établissement et du niveau d'activité. Plus le niveau d'activité et l'importance de l'établissement sont importants, sont considérables, sont consistants, et plus le coefficient est élevé. Donc on voit le niveau d'activité de l'établissement, du magasin ou du commerce ou de l'atelier, quand il s'agit de fabrication. Et on regarde aussi le lieu de situation de l'établissement, son achalandage, la clientèle, le niveau d'activité. Et en fonction de tous ces paramètres, on fixe le coefficient qui peut aller de 0,5 à 10%. Donc pour un établissement important, c'est plus de 5. Pour un établissement qui n'est pas important, qui n'est pas consistant, c'est un coefficient qui est inférieur généralement à 5. Et on multiplie ce coefficient par la valeur locative annuelle normale. Et là, donc on a une marge d'appréciation qui est très importante de l'administration fiscale. Donc tout dépend de l'appréciation de l'inspecteur qui est en charge et qui peut évaluer la valeur locative. Son appréciation et son intervention est subjective puisqu'il dépend de son appréciation, de sa connaissance de l'établissement et bien évidemment des objectifs qu'il y a au moment selon la conjoncture. Donc il fixe ce coefficient qui peut changer. Et donc ici, donc, au niveau des bénéfices forfaitaires, la marge
où l'appréciation de l'inspecteur n'est pas négligeable. Et il faut en tenir compte dans le choix si les critères sont respectés au niveau sur le chiffre d'affaires. Il faut en tenir compte quand on choisit d'opter pour un régime au lieu d'un autre. Donc cette base, donc bénéfice forfaitaire comparé au bénéfice minimum, on prend celui qui est le plus élevé et on ajoute tous les éléments, tous les produits exceptionnels non courants. Donc, plus-value de cession des immobilisations, les indemnités de cessation d'activité, transfert d'activité, en cas de vente de clientèle ou de fonds de commerce, les primes et les subventions dont reçues également, pour avoir la base imposable. Donc, en bas de ce slide, donc, vous avez le récapitulatif, bénéfice forfaitaire, le bénéfice minimum, et on rajoute les produits exceptionnels pour avoir la base imposable à l'IR. Donc ici, nous avons une petite application sur les régimes, l'application des régimes. Donc la question qui se pose, quels régimes pourront être appliqués à ces activités lors de l'exercice 1+1? Il faut savoir que une activité peut avoir une baisse de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, il est sous le régime résultat net réel. Demain, si le chiffre d'affaires baisse en deçà du seuil fixé pour le résultat net simplifié, donc entre 1 million et 2 millions pour une activité commerciale, et entre 250 000 et 500 000 dirhams pour un prestataire de service, s'il baisse pendant 2 exercices consécutifs, continus, on peut le contribuable, la personne physique, l'entreprise individuelle, peut opter pour le régime qui se trouve dans le seuil inférieur. Donc ici, nous avons un certain nombre de commerçants, donc marchands de farine. Au cours de l'exercice 1 et 1-1, un chiffre d'affaires, il a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 millions par exercice. Il était soumis au résultat net réel, RNR. Donc, il va rester soumis au résultat net réel parce que son chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions de dirhams. Donc, rappelez-vous bien de ce qu'on a vu dans le tableau. Donc, supérieur à 2 millions de dirhams, RNR, résultat net réel. Pardon. Un marchand de pneus qui réalise un chiffre d'affaires de 800 000 dirhams et qui était en N et N+-1, donc durant les 2 exercices précédents, il était soumis au bénéfice forfaitaire. Il va rester soumis au bénéfice forfaitaire parce que son chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de dirhams. Donc il faut toujours revenir au tableau, donc le slide numéro 29. Marchand de bois, donc 1,5 million RNR, il peut soit rester pour l'exercice N+1, soit rester sous le régime résultat net réel, soit opter pour le régime résultat net simplifié parce que son chiffre d'affaires se situe entre 1 million et 2 millions de dirhams. Le vétérinaire, donc 200 000, c'est une profession libérale. Il était soumis au RNR, 200 000, il peut soit rester sous le régime résultat net réel, soit opter pour le régime résultat net simplifié, parce que son chiffre d'affaires bien que son chiffre d'affaires a baissé, et qu'il se situe au niveau du bénéfice forfaitaire, du seuil du bénéfice forfaitaire, mais il y a un certain nombre de professions libérales qui ne peuvent pas opter pour le bénéfice forfaitaire, parmi lesquelles le vétérinaire, parmi lesquels également le pharmacien, le notaire,
l'expert comptable, etc. Ils ne peuvent pas opter pour le bénéfice forfaitaire. Généralement, le bénéfice forfaitaire, c'est pour il est réservé pour les commerçants. Une profession libérale, la plupart des professions libérales ne peuvent pas opter pour le bénéfice forfaitaire parce qu'on considère que nous ne sommes pas des commerçants, ce sont des professions libérales qui font. Donc un médecin, par exemple, ne peut pas faire option pour le bénéfice forfaitaire parce que ce n'est pas un commerçant. C'est une activité à caractère civil et donc on ne peut pas l'assimiler à une activité commerciale et lui donner le droit d'opter pour le bénéfice forfaitaire. Pharmacien, RNS, donc il reste sous le RNS parce qu'il ne peut pas faire aussi le bénéfice forfaitaire. L'architecte, donc 600 000 et c'est supérieur à 500 000, donc RNR. Le lotisseur, c'est entre 1 million et 2 millions, donc soit rester sur le RNR, soit opter pour le RNS. L'imprimeur, il est sous le RNS, donc un chiffre d'affaires de 100 000 dirhams, bien qu'il est inférieur, donc c'est un prestataire de service, bien qu'il est inférieur à 250 000 dirhams, il ne peut pas opter pour le bénéfice forfaitaire. C'est parmi les activités qui sont soit soumises au RNR, soit au RNS. Une bijouterie, donc RNS va rester sur le RNS, puisque il fait un chiffre d'affaires de 500 000 dirhams. Donc, il est situé entre. C'est une profession commerciale. Par contre, il peut soit rester sous le régime du résultat net simplifié. Il peut aussi opter pour le bénéfice forfaitaire parce que son chiffre d'affaires il est inférieur à 1 million de dirhams. Une école privée, soit résultat net réel, soit résultat simplifié, puisque le chiffre d'affaires est inférieur au seuil prévu pour le RNS, donc ils peuvent rester sur le RNS. Un notaire, donc il fait plus de 500 000 dirhams, c'est RNR. Marchand des produits artisanaux, RNS. BF, mais son chiffre d'affaires a augmenté. On sait très bien que le bénéfice forfaitaire pour un commerçant, il ne doit pas dépasser 1 million de dirhams. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 million pendant les 2 exercices précédents. Et donc, il passe sous le régime du résultat net simplifié. Et il peut faire option pour le régime résultat net simplifié, sinon il passe sur le régime résultat net réel. Marchand de bonneterie, il est sous le régime résultat net simplifié. Son chiffre d'affaires a baissé, et donc il peut opter aussi pour le bénéfice forfaitaire. Et enfin, un marchand de produits électroménagers, il est sous le régime bénéfice forfaitaire, et son chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de dirhams pendant les deux derniers exercices. Et donc, il restera toujours soumis en N+1 au régime bénéfice forfaitaire. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que on ne peut opter pour le régime inférieur que si son chiffre d'affaires baisse en deçà du seuil prévu pour le régime à choisir pendant les 2 derniers exercices. Donc, on ne peut pas, au bout d'un seul exercice, après avoir constaté une baisse de chiffre d'affaires, opter pour le régime inférieur. Il faut attendre 2 exercices de baisse, donc 2 exercices consécutifs de baisse, pour pouvoir opter pour le régime inférieur, passer de résultat net réel au résultat simplifié, et au résultat net simplifié et au bénéfice forfaitaire. Voilà, donc c'était pour aujourd'hui. Donc il ne me reste que quelques minutes pour ne pas piétiner sur la séance prévue à 15 h. Donc je vais réserver 2 ou 3 minutes aux questions posées par nos chers internautes. Donc il y a Abdel Latif
Un grand merci, merci à vous, merci pour votre attention. L'Azzozi Abdelwahed qui pose toujours d'excellentes questions. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour cette présentation et vos efforts, c'est un plaisir. Donc question 1, quelle est la différence entre les personnes physiques et morales et les obligations des régimes d'imposition de chacune à chaque opération? Donc personne morale, normalement il faut, pour répondre à cette question, il faut revenir au droit des sociétés. Donc personne morale, c'est toute personne qui a la personnalité morale, juridique. Donc, avant d'arriver aux conclusions fiscales, aux réponses fiscales, il faut tout d'abord s'intéresser aux questions juridiques, puisque comme je l'ai dit et je l'ai redit au niveau de du chapitre d'introduction, la fiscalité relève du droit. Et donc on doit toujours revenir aux questions de droit. Donc personne physique, c'est toute entreprise individuelle ou tout particulier qui exerce une activité professionnelle et qui sont rangés dans la catégorie de revenus professionnels. Donc les sociétés de personnes, par contre, ils ont la personnalité morale, mais ils ont cette possibilité d'opter pour l'IS. Et on retrouve aussi, au niveau de l'IS, on retrouve aussi les sociétés qui ont la personnalité morale, mais aussi certains organismes qui n'ont pas de personnalité morale. Par exemple, des fonds publics qui n'ont pas de personnalité morale. Donc cette question, ce critère de personnalité morale n'est pas un critère qui est déterminant dans le choix ou l'application d'un régime fiscal par rapport à un autre. Mais disons que le fil conducteur pour l'IS, c'est généralement les organismes qui ont la personnalité morale, il y a certaines exceptions bien évidemment, mais pour l'IR, c'est la personnalité fiscale qui prime sur la personnalité juridique, et par conséquent, on considère que pour les sociétés de personnes, c'est l'intuitu personae qui prime, bien qu'on on est en présence d'une personne morale, juridiquement parlant, à part entière, on considère que l'intuitu personae prime, et donc on est en présence d'un revenu professionnel qui est imposé au nom de l'associé principal et bien entendu soumis à l'IR. Deuxième question qui est posée toujours par Abdelazzozi Abdelwahed, comment orienter les clients, c'est-à-dire le choix de bon régime d'imposition. Donc tout dépend, c'est au cas par cas. C'est une étude de cas, donc le consultant doit être en mesure de faire des simulations, d'étudier au cas par cas. Bien entendu, ce qui est recommandé donc en pratique, c'est de pouvoir choisir un régime qui permet une appréciation réelle de la base imposable. Donc l'IS, il permet une appréciation réelle, le régime de résultat net réel, il permet une évaluation qui est plus ou moins exacte. Le RNS, il permet une évaluation de la base imposable qui est plus ou moins exacte. Par contre, le bénéfice forfaitaire, c'est là où l'appréciation et l'évaluation et l'approximation interviennent. Et quand on dit approximation, donc la capacité, le jugement subjectif de l'inspecteur du travail influe de manière significative sur le calcul de la base imposable. Et bien entendu, donc cela dépend de l'étude et de la simulation faite au cas par cas. Voilà, donc il reste aussi d'autres questions. Je vais essayer d'y répondre après en insérant les éléments de réponse au niveau de la page des commentaires. Donc voilà, donc je dois vous quitter. Portez-vous bien. J'espère que ce cours a été utile, vous a apporté les éléments et il a répondu à vos attentes au niveau de ce chapitre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos questions, soit sur Facebook, sur la page Rêve d'Art, soit au niveau de YouTube.
Cette vidéo sera diffusée sur YouTube peut-être aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain. Donc voilà, donc je vous laisse. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. Et mbaraka wa shakum. Ma salam.